Le président Trump dit qu'il va rendre public les termes de l'accord, le mémorandum d'entente avec l'Iran, quitte à se tenir lui-même devant un pupitre pour le lire mot pour mot. Et croyez-moi, beaucoup de gens veulent vraiment savoir ce qu'il y a dedans, parce que ce qui a fuité aujourd'hui a profondément choqué beaucoup de monde, surtout les Américains en Israël et ceux aux États-Unis qui soutiennent fortement Israël. On va se pencher sur tout ça aujourd'hui, essayer de comprendre ce qui se passe réellement et voir s'il y aura même un accord signé vendredi. On va en parler avec notre ami, le colonel Douglas Macgregor, analyste en défense et en politique étrangère, ancien conseiller du secrétaire à la défense et vétéran de combat hautement décoré. Doug, comme toujours, bienvenue dans l'émission. Je suis content que tu aies pu te détacher un peu des jolies filles sur la plage, là-bas à Porto Rico, pour venir avec nous. Eh bien, quelque chose comme ça, c'est assez fort pour y arriver. Parce que franchement, il se passe énormément de choses là-dedans, même si ça n'a pas été facile. Je m'attendais à te voir arriver en tenue de fête, comme Larry Johnson. J'y ai pensé, oui. En fait, j'ai une chemise presque identique à l'une de celles de Larry, et je pourrais bien la sortir avant la fin. Qui sait? Mais c'est marrant que tu dises ça, parce que je vais justement la mettre un peu plus tard. Bon, regardons d'abord les sujets un peu sombres avant de revenir à des choses plus positives. Je veux vous montrer ceci. Le président Trump est aujourd'hui au G7, et je sais qu'on va en parler tous les deux avant la fin de l'émission. Voici ce qu'il a dit pour répondre à beaucoup de questions que les gens se posent à propos de ce protocole d'accord, parce que jusqu'à présent, la seule version publiée vient du côté iranien, avec ce qu'ils affirment avoir été convenus mutuellement. Voilà ce que Trump a déclaré. Je ne vais pas seulement le publier. Je tiendrai probablement une conférence de presse pour vous le lire mot pour mot, afin que les médias le rapportent correctement, parce que c'est un document très important. Et contrairement à Obama, qui aurait pu détruire le Moyen-Orient avec un JCPOA désastreux, c'était le pire accord. Un vrai chemin vers l'arme nucléaire. Le mien, c'est un mur contre l'arme nucléaire. Je veux dire, j'entends des gens dire « Mais on en avait déjà un ». En d'autres termes, lui, il a payé une fortune pour ça. Nous, on n'a rien payé. Doug, does anyone actually believe in Trump when he keeps saying that canard over and over about how Obama's plan was a road to a nuclear weapon, but mine is a wall in front of it. Who knows what's going to come next? But on those two things, is anyone buying that? Eh bien, il a probablement autour de 30% de l'électorat qui aime entendre des critiques d'Obama. Donc, s'il critique Obama, il aura droit à quelques applaudissements de ce public-là. Mais au fond, qu'est-ce que c'est que tout ça? On m'a dit que c'était la 39e annonce d'un accord de fin de guerre. En fait, c'est la 40e. On a tenu le compte. Bon, il faut voir ce qu'il y a dedans. Et vous savez, peut-être, je ne sais pas si vous avez vu le contenu. Moi, non. J'ai essayé d'écouter les différentes parties. Et une chose que j'ai remarquée, c'est que ce que disent les Iraniens et ce que nous disons, ce n'est pas exactement la même chose. Eh bien oui. En fait, il y a plusieurs choses dont je vais parler tout de suite. Ce matin, une information est sortie, et Mark Thiessen, entre autres, était furieux. Il disait « Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment ce qu'on voit ». Mais regardons quelques-uns des points, juste 2 ou 3, surtout le premier, le tout premier. La République islamique d'Iran et les États-Unis, avec leurs alliés dans la guerre actuelle, déclarent dès la signature de ce mémorandum la fin immédiate et permanente de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban. Et ça provoque beaucoup d'inquiétudes dans de nombreux milieux, ici, notamment du côté de Benjamin Netanyahou.
parce que c'est au cœur de ce qu'il explique à son peuple comme étant essentiel pour la sécurité nationale. Voici ce qu'il a dit quand on lui a posé la question aujourd'hui. Vous avez dit que vous n'êtes pas obligé de voter pour le Liban dans cet accord. Est-ce que vous êtes en revanche obligé de soutenir un accord avec l'Iran dans le cadre de cet accord? Encore une fois, cet accord a été conclu par les États-Unis, par le président des États-Unis, et il pense qu'il peut vraiment combiner à la fois l'application des sanctions et l'abandon du programme nucléaire. Et j'ai dit, c'est sa décision, je le répète, c'est sa décision. C'est lui qui dirige. Et moi, bien sûr, j'ai exprimé mon opinion lors de différentes discussions. Alors pour ceux qui n'ont pas pu lire les petites lignes, la question qu'on lui a posée, c'était « Est-ce que vous allez respecter cette clause de l'accord, si elle y figure ?» Parce que vous avez dit « On va aller plus loin ». Et il a répondu « Écoutez, c'est l'accord du président Trump. Tant qu'il peut mettre fin au programme nucléaire et au désarmement de l'Iran, il fait ce qu'il veut. Mais nous, on a nos propres intérêts et on va les suivre aussi. » Donc, il ne s'est pas engagé à le faire. Est-ce que ça va créer de l'instabilité? Voilà le premier point, au moins parmi ce qui a fuité aujourd'hui. Est-ce que ça risque de tout faire capoter avant même la signature prévue vendredi? Potentiellement. Encore une fois, tout dépend du président Trump qui cherche, une carte pour sortir de prison. En d'autres termes, nous venons de mener une guerre perdue contre l'Iran. Nous aimerions y mettre fin et nous éclipser discrètement sans plus de complications. Il cherche donc un document, un accord, qui lui donnerait cette possibilité. Le problème, c'est que, et je crois qu'on en a déjà parlé, pour M. Netanyahou et franchement pour les Israéliens, le combat contre le Hezbollah est existentiel. Ils savent qu'avec le Hezbollah, il n'y a que deux issues possibles. La destruction du Hezbollah ou la capitulation d'Israël. Et les Israéliens ne vont pas capituler face au Hezbollah. Ce que les Israéliens ont essayé de faire par le passé, et ce qu'ils tentent encore aujourd'hui, c'est de séparer l'Iran du Hezbollah. Mais ça n'a pas eu lieu, et ça n'a pas fonctionné. Et je ne vois aucune preuve que cela va changer maintenant. En fait, ce qu'on observe avec l'Iran, c'est qu'il est en train de devenir le leader emblématique du monde islamique, au grand désarroi de tous les princes et élites musulmans, sunnites, partout au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et ailleurs. Donc l'Iran tient le volant, il n'a aucune intention d'abandonner le Hezbollah. Et puis il y a toujours le projet du Grand Israël. Quand on s'attend à ce que M. Netanyahou se lève et dise « Nous allons arrêter ce que nous faisons à Gaza, au Liban, en Syrie, ainsi que tout ce que nous prévoyons de faire ailleurs, en Égypte, en Jordanie ou en Arabie Saoudite, eh bien il ne le fera pas. Je pense donc qu'il a atteint un point de non-retour et qu'il ne peut plus se détourner des objectifs qu'il a lui-même annoncés. Bon, c'est une chose pour lui de ne pas se retirer de San Diego, c'en est une autre pour le président Trump de dire qu'il va se retirer de cela. Mais voilà ce que dit la partie iranienne. Voici le ministre des Affaires étrangères, Wassal Roxy, à qui on a aussi demandé quelle est la position de l'Iran sur la question du Liban. Toute attaque militaire de l'entité sioniste contre le Liban, à partir de maintenant, ne sera jamais acceptée. La poursuite de l'occupation israélienne des territoires libanais constitue une violation du mémorandum d'entente. Et puis, on a ça dans les infos ce matin. On dit que le Hezbollah affirme que l'Iran ne signera pas l'accord tant qu'Israël n'aura pas quitté le Liban, pendant que Trump réfléchit à publier le protocole d'accord. Donc on voit bien qu'ils sont complètement opposés, chacun dans son camp, et que Trump essaye de trouver une voie au milieu. Comment tout ça va-t-il se terminer?
Eh bien, jusqu'à présent, la plupart d'entre nous en sont venus à la conclusion que le président Trump subit une certaine forme de pression liée au lobby israélien, à ses agents, à ses soutiens milliardaires et ainsi de suite aux États-Unis. Nous allons bientôt savoir si c'est vrai. Le président Trump est-il vraiment un acteur indépendant? Est-il en mesure d'agir avant tout dans l'intérêt des États-Unis, même si ses intérêts dépassent ou contredisent ceux de l'État d'Israël et du lobby israélien? Il va falloir attendre pour le savoir. À mon avis, il est encore trop tôt pour se prononcer. On verra bien ce qui se passera vendredi. Mais en ce moment, c'est très clair qu'il y a un vrai fossé qui se creuse entre Israël et Washington. Je dirais surtout avec le président Trump, parce que je suis sûr que beaucoup de membres du Congrès tiennent à rester du bon côté de tout cet argent. Ils vont donc choisir de s'aligner sur Israël, quoi qu'il arrive. Et bien sûr, il n'y a pas vraiment de conséquences pour eux, personnellement, à moins que quelqu'un dans leur circonscription ou leur État ne s'y oppose, parce qu'ils ne sont pas directement responsables de la sécurité des États-Unis. Enfin, en théorie, oui, mais on sait bien qu'en pratique, ce n'est pas vraiment l'une de leurs priorités. Et vous savez, c'est intéressant. Vous dites qu'on va voir comment le président Trump va réagir. Lui aussi, enfin, les trois partis ont été interrogés aujourd'hui sur leur position à propos du Hezbollah. Et voici ce que le président Trump a répondu. Israël se bat contre le Hezbollah depuis trop longtemps et il y a beaucoup trop de morts. Et vous savez, il n'est pas nécessaire de raser un immeuble à chaque fois qu'on cherche quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup de gens dans ces immeubles. Et je peux vous dire qu'ils ne sont pas tous du Hezbollah. J'ai d'ailleurs suggéré à Israël de laisser la Syrie s'occuper du Hezbollah, parce que pour être honnête avec vous, je pense qu'ils feraient un meilleur travail. Alors d'un côté, Trump, c'est la première fois à ma connaissance qu'il remet vraiment en question la version israélienne, selon laquelle tout ce qu'il frappe, que ce soit à Gaza ou au Liban, serait forcément un bastion du Hezbollah ou du Hamas. Là, il dit non, ce n'était pas le cas. Impossible que ce soit vrai. Alors tu penses que c'est lui? Il y a deux choses qu'il a dites là, mais regardons d'abord celle-ci. Tu crois que c'est Trump qui commence à aller dans une direction où il pourrait finalement lâcher l'affaire et les laisser tomber? On verra bien. Encore une fois, vous savez, c'est la grande question, celle à 90 000 $. Est-ce qu'il peut s'écarter des intérêts d'Israël? Autrement dit, est-ce qu'il peut aller dans une direction nouvelle, différente? Il faut vraiment comprendre quel est le problème de fond auquel il est confronté. Je ne pense même pas que le président Trump le comprenne complètement. Quelle est la question centrale en ce moment dans la région? Le cœur du problème, c'est Gaza. Et c'est la volonté de la direction israélienne de gazafier tout ce qu'elle veut contrôler. En d'autres termes, que ce soit le sud du Liban, la majeure partie du Liban, le sud de la Syrie ou la plus grande partie de la Syrie, partout où ils vont, le processus de gazification doit d'abord être mis en place. Voilà le vrai enjeu. Il n'y aura aucune solution, aucune fin à cette catastrophe tant que cela ne sera pas traité. Alors, comment on s'y prend? Eh bien, il faut arrêter les Israéliens de faire ce qu'ils font en ce moment en Cisjordanie, c'est-à-dire détruire des villages, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, ça ne fait aucune différence pour eux. Et il faut aussi reprendre le contrôle à l'intérieur d'Israël de tout ce qui se passe dans l'État. Parce qu'en ce moment, il y a des milices juives qui agissent de manière indépendante, des colons, des citoyens israéliens. Ils sont vaguement liés, peut-être, à certains éléments de l'armée israélienne. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est plus un État unitaire comme au départ. Et ça, c'est un vrai problème. Et puis, au bout du compte, comment peut-on résoudre quoi que ce soit
si on n'accepte pas qu'il doit exister, d'une manière ou d'une autre, un État palestinien. C'est devenu impossible. Les Israéliens ont rendu ça impossible. Il ne peut pas y avoir d'État palestinien et les Israéliens ne vont pas s'intégrer ni s'assimiler au reste du Moyen-Orient. Ils ont refusé de le faire par le passé et ils ne le feront absolument pas maintenant. Franchement, je ne vois pas comment ils le pourraient. Comment peut-on dire à tous ses voisins qu'ils sont sous-humains, qu'ils sont des animaux, qu'ils ne méritent pas de vivre, et ensuite s'attendre à être accueillis à bras ouverts après la signature d'un nouvel accord par le président des États-Unis et je ne sais qui d'autre. Je n'y crois pas une seconde. Et puis, il y a ce contexte de Sykes-Picot, vu du point de vue des populations du Moyen-Orient aujourd'hui. Elles regardent l'accord Sykes-Picot et elles se disent « c'est fini ». Et c'est pas seulement Israël qui est concerné par cette idée de fin. C'est tout le reste. Tous ces petits États du Moyen-Orient, surtout dans la péninsule arabique, ne sont pas de véritables nations. Ce sont des constructions artificielles. Ce sont des créations issues de la Première Guerre mondiale. Ça inclut Israël, ça inclut la Jordanie et tous ces autres endroits. C'est comme ça que les gens de la région voient les choses. Ils disent « il faut du changement ». Et ça passe par la disparition de ces constructions artificielles. Alors certains répondent « c'est impossible, on ne peut pas faire ça ». Jusqu'à présent, c'était effectivement impossible. Mais les choses évoluent à l'intérieur de la région et les mentalités des habitants changent aussi. Les Turcs et les Iraniens, eux, vivent dans des états de civilisation. En d'autres termes, la Turquie est l'état successeur de l'Empire ottoman et l'Iran est l'état successeur de la Perse. Ces deux peuples ne se posent pas de questions sur qui ils sont, ni sur ce qu'ils représentent. Ils ne dépendent pas de puissances étrangères pour venir les soutenir et leur permettre de continuer à exister. J'imagine seulement ce que les dirigeants à Ankara ou à Téhéran pensent en privé de ce qu'il faudrait faire au Moyen-Orient. Je suis sûr d'une chose, ils ont tous le même intérêt. Ils veulent tous que le statu quo actuel disparaisse. Et c'est là le vrai problème. Les Émirats arabes unis, eux, ont bien compris ça. En ce moment, ils essayent de mettre en place de nouveaux oléoducs pour assurer leur survie afin d'éviter d'exporter leur pétrole en dehors du Moyen-Orient. Mais évidemment, la conséquence, c'est que ces oléoducs doivent traverser l'Arabie saoudite ou le sultanat d'Oman. Il y en a déjà un qui passe par Oman, mais si ça traverse l'Arabie saoudite, alors là, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vont-ils gérer ça? Tout le monde essaie de trouver un moyen de continuer à exister, mais ça va devenir très difficile une fois que cet accord sera signé. Maintenant, imaginons qu'il le soit. Est-ce que tout va s'effondrer? Eh bien, probablement. Mais si le seul objectif, c'est de se retirer, de se désengager de tout, ce qui, à mon avis, est ce que le président Trump veut faire au fond, alors pour lui, ça ne changera peut-être pas grand-chose, Daniel. Parce qu'il pourra dire, regardez, on a fait tout ce qu'on pouvait, et c'est le meilleur résultat possible. Si les gens de la région refusent d'accepter cet accord, eh bien ce n'est pas ma responsabilité, ni la nôtre. Et je pense que cette attitude-là pourrait mener à une signature, puis au final, à notre désengagement de la région. Oui, je veux qu'on regarde un peu les vents contraires auxquels il fait face, parce que le président Trump est vraiment pris en étau de tous les côtés, comme vous l'avez mentionné il y a un instant. Il est sous pression du côté israélien. On va d'ailleurs voir dans un instant certaines déclarations de Netanyahou. Il est aussi sous pression, évidemment, du côté iranien, parce qu'ils essaient de pousser sur des questions vraiment majeures. Je vais vous montrer certains points du mémo qui a fuité. Mais il est également sous pression du côté américain. Et là, ça vient de certains de ses plus grands soutiens habituels. Par exemple, Mark Levin, qui est un fervent défenseur d'Israël, mais qui soutenait Trump sur tout
jusqu'à maintenant. Il y a aussi Rebecca Heinrichs qui disait « On ne peut pas abandonner Israël ». Elle a posté quelque chose à ce sujet sur son compte X. Et puis, l'une des personnes les plus en colère, qui met le plus de pression, c'est Jack Keane. Je n'arrive pas à concilier certaines des informations qui sortent de l'administration, et pourtant elles viennent de sources fiables. C'est ça qui me trouble vraiment. Quand je l'ai entendu de la part des Iraniens, j'ai écarté ça d'un revers de main. Je me suis dit, bon, encore les mêmes absurdités qu'on entend tout le temps. Mais quand j'entends, de la part de sources au sein de l'administration, certaines des choses dont vous avez parlé, et ce qu'il y a dans cet accord, là, ça n'a absolument aucun sens. Ce n'est pas défendable. À mon avis, le président devrait simplement le rendre public, que tout le monde voit ce qu'il contient, et qu'on arrête de débattre d'un texte que personne n'a encore vu. Oui, je pense que c'est assez clair qu'il l'a vu. C'est pour ça qu'il est aussi remonté. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, regardons les choses dans l'ordre. Que pensez-vous de toutes ces pressions américaines sur Trump pour qu'il n'ait pas ce protocole d'accord? Ah, on en a déjà parlé tout à l'heure. C'est permanent. Ça ne va pas disparaître. Quand je dis permanent, c'est même sans doute plus fort que jamais. Je suis sûr que tout le monde, de Paul Singer à Miriam Adelson, en passant par Larry Ellison, tous ces gens très attachés à la priorité donnée à Israël, vont s'y opposer. Et vous savez, je ne sais pas trop quoi dire au président Trump à ce stade. De toute évidence, il pense que ce n'est pas dans son intérêt politique, ni dans celui du peuple américain, de rester empêtré en permanence dans ce bourbier. C'est du moins comme ça que je le perçois. Il veut donc que ce cadre soit clairement établi. Et je crois qu'ils sentent bien que les Israéliens sont peut-être allés trop loin, et qu'à un moment donné, les gens vont finir par dire « Bon, ça suffit, on s'en va ». Et franchement, comment pourrait-on éviter ça? Je veux dire, s'il y a bien une chose qu'on a apprise, c'est que dans ce nouvel environnement de guerre, avec les nouvelles technologies de renseignement, de surveillance, de reconnaissance, et toute cette multitude d'armes de précision, de missiles sans pilote, de missiles de croisière, et tout le reste, on ne peut plus protéger nos alliés. Et ça commence à se faire sentir, non seulement dans le Golfe Persique, mais aussi en Europe, en Asie du Nord-Est et ailleurs. Donc, toutes les conditions qui rendaient possible ce genre d'investissement massif dans l'hégémonie militaire américaine, en installant des garnisons tout le long de la périphérie de l'Eurasie, tout ça, c'est fini. Ça s'arrête. Je pense que c'est en train d'être clairement expliqué au président Trump. Et si ce n'est pas le cas, je crois qu'il l'a compris par lui-même, parce que ça ne peut tout simplement pas fonctionner. Et ça veut dire que ce changement pourrait bien être irréversible. Disons-le comme ça. Si cet accord est signé et qu'on va jusqu'au bout, ce sera peut-être irréversible, peu importe ce que feront au final les deux autres parties, l'Iran et Israël. Et maintenant, je voudrais passer du côté israélien, parce que, comme vous allez l'entendre, c'est Netanyahou qui parle de la bonne relation qu'il entretient avec Trump. Je crois que c'est traduit en anglais. Mais ce qui est intéressant ici, et j'aimerais qu'on en parle ensuite, c'est de savoir si c'est vraiment Netanyahou ou si ce sont tous ces partisans de la guerre, ici aux États-Unis, qui disent « Non, il faut continuer, il faut se battre, ils doivent comprendre ce que vous venez de dire. On ne peut pas le faire. On ne peut pas se protéger contre des tirs iraniens si on retombe dans une guerre ouverte. On ne peut pas protéger les autres non plus. Donc c'est littéralement autodestructeur d'y retourner. Et pourtant, c'est bien ce qu'il semble demander. Trump et moi, on se connaît depuis de nombreuses années. On est souvent sur la même longueur d'onde, mais il y a aussi des moments où c'est moins le cas. Je suis responsable des intérêts de sécurité d'Israël. Je les défends,
mais pas en étant belliqueux. Il faut le faire avec sagesse et avec une bonne connaissance de la scène américaine. Ça demande beaucoup d'expérience. Je pense que je le fais du mieux possible. Et quand c'est nécessaire, je défends fermement nos intérêts en matière de sécurité. Vous savez, j'aimerais vraiment, juste en passant, entendre le président Trump dire la même chose. Oui, j'aime Israël, mais je vais défendre d'abord les intérêts de sécurité des États-Unis. Netanyahou va faire ce que vous suggérez. Et la question, c'est de savoir si le président Trump le fera ou non. Mais si vous pouviez, d'un point de vue militaire, répondre à cette question, pourquoi toutes ces personnes poussent-elles pour quelque chose qu'il est évident que nous ne pouvons pas accomplir militairement? Ils n'arrivent pas à admettre que la force que nous avons construite, dans laquelle nous avons investi des milliers de milliards de dollars depuis 35, 40 ans, n'est peut-être plus adaptée au nouvel environnement de guerre. Et je suis sûr que c'est aussi l'avis du général Keane. C'est un problème récurrent. Les officiers supérieurs ont beaucoup de mal à faire face aux nouvelles réalités du champ de bataille. Les nouvelles technologies, les nouvelles manières de combattre, les nouvelles formes d'organisation. Du coup, ils ont tendance à tout rejeter, sous prétexte que rien n'a encore été prouvé. Eh bien, vous et moi, nous pensons que si, c'est prouvé. Et je crois que beaucoup d'autres l'ont compris aussi. Nous avons tiré de nombreuses leçons importantes de la guerre en Ukraine, comme de celle du Golfe. Je pense que le Golfe Persique est sans doute plus frappant, parce que là-bas, le terrain ne cache rien. On voit les explosions, les dégâts, les opérations, tout à découvert. Alors qu'en Ukraine, beaucoup de choses nous échappent. En d'autres termes, on ne peut pas les observer aussi facilement ni aussi clairement que ce qu'on voit au Moyen-Orient. Donc ça ne m'étonne pas qu'il ressente ça. Et il doit se dire non, on a assez de munitions, assez de missiles, assez d'avions, et personne ne nous arrêtera. Souvenez-vous, on a entendu ça encore et encore. À chaque fois qu'on parle des Russes, des Chinois ou de la possibilité qu'ils interviennent, on nous répond « Oh, oubliez ça, c'est sans importance, ils ne feront jamais rien. » Je pense que c'est une position très dangereuse à adopter, et je crois que le président Trump sait lui aussi que c'est une position risquée. Il se passe beaucoup d'autres choses. Le président Trump, j'en suis sûr, a écouté attentivement M. Erdogan. Il le doit. Vous savez, les Turcs sont une grande puissance. Il a aussi écouté le général Sisi en Égypte, très vulnérable, mais il reste le dirigeant du plus grand pays arabe musulman au monde. Donc, je pense que c'est facile quand on voit le monde à travers un prisme très étroit. Et c'est le cas de beaucoup de ces gens qui sont, disons, des partisans inconditionnels et permanents d'Israël avant tout. Mais quand on est président des États-Unis, il y a bien plus de choses à prendre en compte. Eh bien, il y a encore beaucoup plus. En fait, cet accord contient bien plus de choses qu'on ne le pense. On a déjà parlé de vents contraires importants, rien qu'avec la question libanaise. La position des Iraniens, ce que dit le Hezbollah au Liban, ce que dit Trump au Liban et ce que dit Israël au Liban. Franchement, je ne vois pas comment on peut concilier tout ça. Mais il y a aussi beaucoup d'autres sujets. D'ailleurs, apparemment, le Wall Street Journal parle maintenant de certaines conditions qui ont fuité. Donc, visiblement, plusieurs des points dont on discute figurent bien dans la version américaine. Trump, lui, ne les a toujours pas rendus publics. On y reviendra dès qu'il le fera. Mais regardons un peu ce dont on parle ici, parce qu'il y a un point soulevé par Mark Thiessen, qui a toujours été un fervent partisan de cette guerre sans fin et qui n'a jamais caché sa satisfaction à l'idée de tuer autant d'Iraniens que nécessaire. Ce matin, il publie ceci. Selon lui, l'un des termes de l'accord serait que les États-Unis s'engagent, avec leurs partenaires régionaux, à élaborer un plan complet approuvé par les deux parties
pour la réhabilitation et le développement économique de la République islamique d'Iran, tout en garantissant un financement d'au moins 300 milliards de dollars. Bon, peu importe comment on veut tourner ça, ça reste des réparations que seul le camp perdant paie. Et en fait, voilà les conditions qu'il met sur la table à ce moment-là. Mais voyons un peu, où irait cet argent? J.D. Vance a été interviewé hier. Il a essayé d'esquiver la question en disant « Eh bien, vous savez, ça viendra d'ailleurs, pas des États-Unis. » Et puis aujourd'hui, je crois que Jack Keane, je ne vais pas vous montrer la vidéo maintenant, a répondu, même là-dessus, en disant « Peu importe d'où vient l'argent, on ne peut pas leur permettre d'obtenir ça. » Mais alors, est-ce qu'il y a un moyen de contourner le problème sans leur verser de réparation si on ne signe pas l'accord? Bon, d'abord, soyons clairs. Mark Thiessen, avec le général Keane, ont complètement adopté le récit israélien, selon lequel l'Iran serait une sorte d'archidiacre dans l'église de Satan, qu'il serait fondamentalement mauvais, que ses intentions sont mauvaises, que sa société est mauvaise et qu'il faut donc le détruire. Franchement, c'est comme ça qu'ils voient. C'est pour ça qu'on entend sans arrêt des gens dire « bombardez-les encore, bombardez-les encore, bombardez-les encore ». Je ne pense pas que le président Trump croit vraiment ça, en privé. En fait, d'après certains de ses propos passés, je sais qu'il ne le pense pas. Et je crois qu'il comprend qu'aujourd'hui, le monde a un besoin crucial de stabilité, pas de chaos. Et cette guerre dans le Golfe Persique a provoqué un vrai chaos, un chaos financier, économique, stratégique. Alors, vous voyez que dire à quelqu'un qui insiste. Imaginez que vous soyez marié et que tous vos amis détestent la personne que vous avez épousée, qu'ils disent des choses horribles sur elle. Eh bien, vous la connaissez et vous n'êtes pas d'accord avec eux. Vous avez donc un choix. Écoutez tous vos amis ou restez fidèle à votre épouse. C'est un peu la même chose. Et je pense que le président Trump est assez réfléchi pour savoir que les accusations portées contre l'Iran ne sont pas fondées. Et maintenant, il sait que les Israéliens sont capables de choses que ni lui, ni moi, ni beaucoup d'entre nous n'auraient jamais cru possible. Moi, en tout cas, je ne l'aurais pas cru. Pas du tout. Donc, je ne pense pas que ça fonctionne. Et vous savez, malgré les remarques de Mark Thiessen, c'est une catastrophe si vous êtes Netanyahou. C'est une catastrophe si vous êtes attaché de façon permanente à l'hégémonie régionale israélienne et à la finance juive internationale. Mais pour le reste d'entre nous, non, ce n'est pas une catastrophe. Et nous avons tout intérêt à faire des affaires avec l'Iran, tout comme nous avons intérêt à en faire avec la Russie, la Chine, et franchement, avec tout le monde. Oui, et il y a ce titre du Wall Street Journal dont on parlait à l'instant. C'est une information de dernière minute, de leur point de vue. Ça vient tout juste de sortir, au moment où notre émission a commencé. Alors regardons ce point, d'après les termes qui ont fuité. Les États-Unis s'engagent à mettre fin, selon un calendrier qui sera défini dans le cadre de l'accord final, à tous les types de sanctions actuellement imposées à la République islamique d'Iran. La liste est longue. Cela inclut les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, les accords du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que toutes les sanctions unilatérales, qu'elles soient primaires ou secondaires. C'est une sacrée liste, Doug, parce que tu parles de lever toutes les sanctions. Et les Iraniens disent depuis le début que ça doit se faire d'emblée, sinon il n'y aura pas d'accord. Et maintenant, si ces conditions sont bien celles qu'on dit et qu'elles viennent de notre camp, alors il va falloir tout lever. Franchement, tu imagines la réaction à Washington si Trump fait vraiment ça, s'il lève ses sanctions? Tu crois qu'il peut s'en tirer comme ça?
Eh bien, je pense qu'il va avoir des problèmes avec le Congrès, évidemment, parce qu'ils sont toujours dans la poche de l'AIPAC, et ils vont s'opposer avec force à toute levée des sanctions contre l'Iran, ou d'ailleurs contre n'importe quel autre pays que les Israéliens et le lobby n'aiment pas. Mais il fait ce qu'il faut. C'est du passé, tout ça. Je pense que le président Trump prend ses distances avec ce genre de passé autodestructeur, qui a marqué la politique étrangère et de défense des États-Unis depuis 30 ou 40 ans. On avait une occasion après 91 et une encore plus grande après 2001 de changer de cap sur plusieurs plans. On ne l'a pas fait. On a au contraire renforcé toutes ces politiques absurdes. On aurait pu transformer beaucoup de pays en amis et à la place, on en a fait des adversaires ou on les a tout simplement aliénés. Tout ça, il faut que ça disparaisse. Mais ça, à Washington, c'est pas populaire. Là-bas, on aime le statu quo. On aime ce statu quo qui fait circuler l'argent vers les endroits qu'ils veulent. Et ce que Trump avait commencé à faire pendant son premier mandat, c'était justement de changer ce flux d'argent. Puis il a laissé tomber. Ensuite, il est revenu à la charge. Au début, il tenait un discours très fort, mais il ne l'a pas mis en pratique. Il a échoué en Ukraine. Il a échoué à Minneapolis. Il a échoué dans beaucoup d'endroits. Peut-être qu'aujourd'hui, il s'est rendu compte qu'il se battait sur la mauvaise colline et qu'il est temps de la quitter pour avancer sur un terrain plus plat vers l'avenir. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment où il en est, mais c'est un peu l'impression qu'il me donne. Et vous pensez qu'il a encore émotionnellement les ressources pour s'en sortir avec tout ça, surtout avec toutes ces personnes qu'on vient de mentionner. Et la liste est encore bien plus longue, avec beaucoup de gens mécontents sur pas mal de sujets. Il y a d'ailleurs un autre point dont je parlerai juste après. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il peut rallier son camp, les convaincre? Vous avez souvent dit, dans cette émission, que l'un de ses plus grands atouts, c'est sa capacité à tout retourner à son avantage et à faire croire aux gens ce qu'il veut. Mais est-ce qu'on n'arrive pas aux limites de ce pouvoir-là? Est-ce qu'il peut vraiment convaincre ces gens de le suivre s'il s'engage dans cette voie du protocole d'accord? Qui contrôle nos médias, les grands médias? Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, concrètement? Ce que j'ai compris ces derniers mois, c'est à quel point les grands médias ont perdu de leur importance. Prenez quelqu'un comme Tucker Carlson. Beaucoup pensaient qu'il était une figure majeure des médias quand il travaillait chez Fox. Mais regardez-le aujourd'hui. Il est devenu bien plus important, bien plus influent depuis qu'il n'est plus chez Fox qu'il ne l'était quand il y était. Donc oui, je pense que le paysage médiatique a changé. Il y a des médias alternatifs, ils se développent, et à terme, ils vont dépasser ce qu'on appelle aujourd'hui les grands médias. Est-ce qu'on en est déjà là? Non, mais on avance dans cette direction. Est-ce que ce sera suffisant pour aider le président Trump s'il choisit cette voie? Ça, je ne sais pas. La deuxième chose, c'est que le sentiment anti-guerre aux États-Unis est bien plus répandu que ce que les gens imaginent. Vous savez, on n'a plus de service militaire obligatoire, et la plupart des raisons des grandes manifestations pendant la guerre du Vietnam, surtout après 68, venaient justement de la conscription. Et ce n'était pas seulement parce que les gens ne voulaient pas servir, mais parce qu'ils ont commencé à comprendre que cette guerre n'avait aucun sens et qu'ils ne voulaient pas mourir pour rien. Ce n'est pas une position déraisonnable, n'est-ce pas? Je pense que cette attitude est aujourd'hui plus forte aux États-Unis qu'elle ne l'a été depuis les années 60. Mais cette fois, c'est une attitude plus réfléchie. Ce n'est pas du tout une question de dire « je ne veux pas servir mon pays ». Non, ce n'est pas ça le problème. C'est plutôt « je n'ai pas envie d'aller à l'autre bout du monde, risquer ma vie pour des intérêts
que, comme Américain, je ne soutiens pas forcément ou avec lesquels je ne suis pas d'accord. Donc je pense que le président Trump, selon l'énergie qu'il aura, est dans une position où il pourrait faire fonctionner tout ça. Mais il a, c'est certain, un nombre énorme d'ennemis au Congrès à cause du lobby qui vont se battre contre lui, bec et ongle. Aucune question là-dessus. Et une dernière chose, qui reste l'un des plus gros points de blocage, et celui-ci en fait partie, c'est que le président Trump s'est vraiment enfermé dans une impasse sur ce sujet. Il a, à longueur de temps, voulu se démarquer de l'accord nucléaire d'Obama, le JCPOA, en disant que le sien était bien meilleur, et ainsi de suite. Et il n'a cessé de se moquer d'Obama pour avoir, selon lui, envoyé des avions remplis d'argent liquide, 1,7 milliard de dollars, entre autres. Et maintenant, la partie iranienne dit qu'elle veut environ 10 milliards de dollars versés d'avance. Sinon, il n'y aura pas d'accord. C'est ce qu'ils ont déclaré tout récemment. Et voilà donc le point de blocage. C'est le point numéro 11, tout en bas. Il est écrit que les États-Unis s'engagent, compte tenu des progrès réalisés dans les négociations vers un accord final, à libérer et à rendre pleinement disponibles les fonds et les avoirs gelés ou restreints de la République islamique d'Iran. Ils n'ont pas indiqué de montant, donc on ne sait pas si c'est 24 ou autre chose. Mais d'après ce texte, nous nous sommes engagés à le faire. Jusqu'à présent, la vice-présidente Vance a déclaré « Non, il n'y a pas d'argent versé à l'avance ». Le président Trump a dit il y a une semaine, dans son entretien du dimanche avec Kristen Welker, « Certainement pas, pas d'argent à l'avance ». Et maintenant, ici, on lit qu'il y a de l'argent versé à l'avance. Comment va-t-il justifier ça? C'est difficile à dire, mais je pense qu'au fond de lui, il sait que s'il parvient à faire fonctionner tout ça, surtout avec l'Iran et les États-Unis, et à changer, vous savez, cet état de quasi-guerre permanente au Moyen-Orient, eh bien, il aurait ensuite une occasion de faire quelque chose de similaire en Ukraine. Vous savez, pendant le peu de temps que j'ai passé avec lui, il y a une chose que je peux dire, je n'ai jamais vu chez lui un intérêt pour la guerre. Vraiment pas. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à tout faire exploser. Il était prêt à le faire s'il pensait que c'était nécessaire, s'il se sentait obligé de le faire, mais ce n'était pas quelque chose qu'il voulait. S'il parvient à faire fonctionner tout ça, eh bien, tout dépend de tous les facteurs dont on a parlé. Il se peut qu'il n'arrive pas à rallier les Israéliens et que ceux-ci décident d'agir seuls. Et dans ce cas, il n'y aura peut-être pas grand-chose qu'il puisse faire, du moins pas au début. Mais s'il parvient à faire fonctionner les choses entre les États-Unis, l'Iran et le reste de la région, alors je pense qu'il aura une vraie chance de faire quelque chose de similaire avec la Russie, l'Ukraine et l'Europe de l'Est. Et ça, ce serait un accomplissement énorme. On ne devrait surtout pas considérer que c'est impossible. Tout dépend de lui. Est-ce qu'il saura tenir le cap? Est-ce qu'il pourra maintenir, vous savez, le soutien nécessaire pour que ça marche? Moi, je pense qu'il en est capable. Mais vous savez, ça dépend aussi de facteurs sur lesquels ni lui ni moi n'avons vraiment de prise pour le moment. Tu sais, Doug, ça te ramène un peu à quelque chose. Surtout quand on regarde toute cette série d'obstacles qui se dressent contre lui, à la fois dans son cercle rapproché du côté iranien, du côté israélien, et avec toute cette question du Liban. Si tout ça peut le bloquer, alors tout peut exploser. Même s'il acceptait tout et qu'il assumait le coût politique chez lui, j'ai quand même l'impression, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, que la manière la plus efficace pour lui de garder le contrôle, ce serait de dire « Très bien, vous ne voulez pas être d'accord avec ça. D'accord, alors débrouillez-vous. » En gros, toute cette idée de se retirer, de tout laisser tomber. Je reviendrai.
si vous essayez de relancer le programme nucléaire, si vous commencez à creuser la terre, à ressortir la poussière, peu importe ce qu'il a dit, il peut dire ça, puis simplement s'en aller. Parce que dans ce cas, je n'ai pas besoin d'imposer de sanctions. Je n'ai pas besoin de débloquer des fonds gelés. Je n'ai rien à céder, à part dire « on s'en va ». Et maintenant, c'est à vous de vous débrouiller. Parce qu'à ce moment-là, plus rien d'autre ne compte. Et c'est lui qui garde le contrôle. Vous pensez que c'est vraiment sa stratégie la plus efficace pour avancer? Et sinon, laquelle ce serait? Parce que franchement, je n'en vois pas d'autre. Eh bien, souvenez-vous, geler les fonds d'autres pays, comme on l'a fait avec les Russes, les Iraniens et d'autres encore, c'est une très bonne façon de saper l'efficacité de son propre système financier. L'une des raisons pour lesquelles les BRICS montent en puissance, et l'une des raisons pour lesquelles l'alternative chinoise à SWIFT se renforce de jour en jour, c'est que nous avons montré au monde que nous ne sommes pas fiables. On ne peut pas nous faire confiance. D'un simple coup de stylo, les banques de New York et d'ailleurs aux États-Unis peuvent en gros vous priver de vos fonds. C'est extrêmement dangereux. Donc libérer ces fonds, moi j'y suis favorable à 100%. Releasing funds, I'm in favor of it, 100%. We ought to end this practice of arbitrary. On devrait mettre fin à cette pratique qui consiste à bloquer arbitrairement l'accès aux fonds venant de pays qu'on n'aime pas pour une raison ou une autre. Là-dessus, je suis totalement en désaccord avec les gens à Washington et leur façon de penser. Mais en même temps, j'ai envie de vivre dans un autre monde que celui qui leur convient. Je ne veux pas vivre dans un état de conflit permanent avec des gens, surtout quand il n'y a aucune raison à ça. Moi, je veux pouvoir faire des affaires avec tout le monde. Je le répète souvent et les gens me regardent en me demandant « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Eh bien, je veux dire exactement ce que je dis. Nous voulons du commerce. Maintenant, il faut l'organiser de manière à ce que ce soit bénéfique pour tout le monde. Il y a des moyens de faire ça sans forcément sanctionner tout le monde. Ça, c'est une partie du problème. La deuxième, c'est que vous avez peut-être raison. Au bout du compte, il ne pourra pas tout obtenir et il devra peut-être se retirer. Mais qu'est-ce que ça veut dire, se retirer? Est-ce que ça veut dire renoncer aux sommes énormes que vous versez régulièrement à Israël? C'est là toute la question. Tout le monde au Congrès se lèvera pour dire « Ah non, on ne peut pas faire ça ». Ce qui veut dire que si Israël a accès à un financement sans fin pour faire tout ce qu'il veut, son comportement ne changera pas. Si vous voulez vraiment provoquer un changement de comportement de la part d'Israël, il faut s'attaquer à la question du financement. Eh bien, on verra si ça va vraiment se produire. La prochaine chose qu'on attend, c'est de voir quand Trump va enfin présenter tout ça. À ce moment-là, on pourra dire que ce n'est plus une fuite ou une rumeur, mais bien ce qu'il a dit, et on pourra l'examiner. Mais Trump ne fait pas la une aujourd'hui seulement pour cette raison. Il est aussi au G7, ici. Et je voulais juste le mentionner, parce que Zelensky est là aussi. Encore une fois, je ne sais pas trop pourquoi. Zelensky dit que le G7 est d'accord pour dire que la Russie ne gagne pas la guerre et qu'ils ont parlé de nouvelles sanctions. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la position de Trump là-dessus et de la question de savoir si plus de sanctions vont vraiment aider? Je pense que le président Trump a compris qu'il est un menteur colossal. La guerre est perdue. L'Ukraine n'a d'aucune manière aucune chance de vaincre militairement les Russes. Je crois qu'il le sait. Et je pense aussi qu'il sent que tout ça, c'est un retour en arrière. C'est un peu comme aller au musée d'histoire naturelle. Le G7, c'est qui aujourd'hui? Ce ne sont plus forcément les grands acteurs qu'ils étaient autrefois. Le monde a beaucoup changé. Et quand on parle du Japon, les Japonais sont dans une position très difficile. Ils nous l'ont dit très clairement. Si vous essayez de nous empêcher d'avoir accès au pétrole russe dont nous avons besoin en ce moment au Japon,
eh bien on vendra simplement le reste de votre dette. Vous savez, notre marché obligataire est très fragile. Écoutez les analystes, ils le disent aussi. Choisissez votre analyste, peu importe lequel, Ray Dalio, Luke Gromen, Grant Williams ou n'importe lequel d'entre eux, ils reviennent tous au même point. Que fait le marché obligataire? Parce que c'est lui qui a toujours servi de baromètre tout au long de notre histoire. Et beaucoup d'États européens ont aujourd'hui un pied dans la tombe financière. Franchement, imaginez Starmer venir à un événement comme celui-ci. Il a à peu près autant de crédibilité qu'Al Capone. Laissez tomber. Je pense que le président Trump observe un peu tout ça. Il saisit intuitivement une partie de ces dynamiques. À quel point, je ne saurais pas le dire, mais je crois qu'il a compris. Il comprend que tout ça, c'est le passé, pas l'avenir. Et je pense qu'il voit bien que c'est aussi vrai au Moyen-Orient. On ne peut pas lutter contre l'avenir indéfiniment. À la fin, si on continue à le combattre, c'est lui qui finit par nous détruire. Alors, laissez-moi vous poser cette question sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Évidemment, le président Trump arrive au pouvoir et dit « Oui, je vais régler ça, on va en finir en une journée. » Puis c'est devenu 100 jours, et je ne les ai pas contredits. Et maintenant, 17 mois plus tard, il dit en gros « Bon, je m'en lave les mains, je ne fais rien. » La veille de son départ pour le G7, ça n'a pas beaucoup fait la une ici, parce qu'il se passait tellement d'autres choses. Vladimir Poutine a passé un coup de fil, et ils ont parlé pendant environ 1 heure. Poutine évoquait des pistes, des moyens qu'il pensait pouvoir utiliser pour mettre fin à ce conflit. Et je pense qu'il a fait ça à l'avance, officiellement pour souhaiter un joyeux anniversaire à Trump, mais en réalité avant le G7. Et aujourd'hui, on peut voir les gros titres. On dirait pas que ça change grand-chose, parce que le titre dit « Trump annonce un retour rapide aux sanctions sur le pétrole russe, alors que le G7 se recentre sur l'Ukraine. » Et tu vois, tout ça, c'est encore la même histoire. Je me souviens, Doug, toi et moi, on en parlait déjà il y a plus d'1 an. Les Européens n'arrêtent pas de revenir à ces sanctions. Les 18 premières vagues n'ont rien donné. Puis ils ont lancé la 19e, censée tout régler. Ensuite, la 20e, qui n'a rien changé non plus. Et maintenant, la 21e, ils essaient encore. À quel moment vont-ils comprendre qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis? Vous savez, à la fin de la conférence de Potsdam, Roosevelt n'était vraiment pas en forme et il est mort peu de temps après. Il parlait alors avec l'amiral qui était à la fois son principal conseiller militaire et en pratique le président des chefs d'état-major interarmés. Et cet amiral a dit au président Roosevelt, « Vous savez, Monsieur le Président, ces accords que vous avez signés avec les Soviétiques, personne ne croit que les Soviétiques les respecteront un jour. Personne ne pense que ce soit bon pour l'Occident, ni pour les États-Unis et nos alliés. » Et finalement, c'était l'amiral Leahy. Roosevelt s'est tourné vers lui et lui a dit, « Je sais, mais je suis tout simplement trop épuisé pour me battre encore. » Et bien sûr, peu de temps après, il est décédé. Il était fatigué, il n'aurait pas dû être président, il n'aurait jamais dû faire ce dernier mandat. On ne peut rien y changer. Je ne sais pas où en est le président Trump. Je pense qu'en ce moment, il se concentre très étroitement sur le Moyen-Orient. S'il parvient à y obtenir un certain succès, peut-être qu'il se tournera ensuite de nouveau vers l'Ukraine. Mais pour l'instant, je crois qu'il a décidé de gérer les choses une par une. Donc quand il dit « je vais aller dans ce sens », ça veut simplement dire « je n'ai pas le temps de m'en occuper maintenant. Je ne vais pas me battre contre ce groupe-là. Je vais me concentrer sur ce que je fais là, au Moyen-Orient. » Et je pense que c'est exactement ce qui se passe. Alors la question c'est, où est-ce qu'on va à partir de maintenant?
Je pense qu'il y a une certaine logique à se la poser. Je sais que Gary cherche à voir si on a un extrait précis, parce que d'après ce que tu viens de dire, on dirait vraiment qu'il penche un peu dans cette direction. Mais à un moment donné, il va bien falloir qu'il fasse quelque chose. Enfin, on peut toujours essayer de repousser le problème encore et encore. Mais en fait, je vais le formuler autrement. Est-ce qu'on peut vraiment continuer à repousser finiment, sans s'en préoccuper, et laisser passer encore 2 ans et demi de mandat pour Trump, en laissant l'État s'enliser? Est-ce qu'on peut tenir comme ça? Eh bien, je pense qu'on peut le dire franchement en Europe. L'enjeu pour le président Trump en Europe, c'est le suivant. Il a affaire à des dirigeants qui, chez eux, sont à la tête de désastres financiers, économiques, sociaux et culturels. La plupart des responsables présents à cette conférence ne vont pas tenir très longtemps. Je suis même étonné que certains soient encore là. Quand je regarde Merz, je suis sidéré. Quand je regarde Macron, j'en reviens pas. Et Starmer, c'est fou. Donc il va y avoir des changements profonds, des secousses majeures après ce G7, partout en Europe. Il suffit de voir ce qui se passe en Irlande, dans le sud, dans le nord, et tout récemment à Glasgow. Et vous avez un véritable blackout médiatique imposé par ces dirigeants mondialistes qui ne veulent pas que le monde sache qu'en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, il y a un profond mécontentement face à ce qu'on fait subir à ces sociétés à cause de cette immigration massive, de la mauvaise gestion financière à grande échelle et de cette absurdité qui consiste à vouloir provoquer une guerre contre la Russie. Donc tout ça est en cours. Maintenant, est-ce que le président Trump est informé de tout ça? Est-ce que quelqu'un lui en parle? Je n'en sais rien. Mais je pense, pour les raisons que je viens d'évoquer, qu'une grande partie de ce qui ne va pas en Europe finira par se résoudre. Pas par la force militaire, pas par les Russes, ni par nous. Ça va se régler à l'intérieur de ces pays. Et les gouvernements qui arriveront au pouvoir n'auront absolument aucun intérêt à faire la guerre à l'Allemagne, à la Russie, parce que leurs populations ne veulent tout simplement pas de guerre. Alice Weidel a prononcé plusieurs discours vraiment remarquables. Est-ce qu'elle finira par diriger ce pays? Je n'en sais rien, on verra bien. Mais elle a montré la voie. Elle marque le début d'un changement. Non seulement en Allemagne, mais je pense dans toute l'Europe. Elle dit clairement, dès qu'on aura le pouvoir à Berlin, on ira à Moscou pour établir de nouveaux accords. On veut importer de l'énergie. On veut mettre fin à la désindustrialisation de l'Allemagne. On veut remettre les gens au travail. Et nous allons nous attaquer à ce problème difficile et désagréable, celui de rassembler des millions de personnes qui n'ont pas leur place dans ce pays, qui n'auraient jamais dû être admises, et de les renvoyer chez elles. Voilà ce qu'elle dit, parce qu'il faut, selon elle, rétablir l'état de droit en Allemagne. Toi et moi, on a vécu en Allemagne. J'y ai passé presque 8 ans de ma vie, par période. C'est un pays où jusqu'en 2015, même avant ça, on n'avait plus à se soucier de l'état de droit. Je veux dire, les policiers ne pouvaient pas être achetés. Ça ne leur serait même pas venu à l'esprit. Il n'y avait pas de corruption. Et l'application de la loi était immédiate, uniforme, juste et efficace. Ça a changé. Et ils doivent absolument le retrouver. Ils le savent. Alors je pense que l'Europe est sur le point de vivre un changement révolutionnaire, du même ordre que celui de 1848. Et ça va résoudre une partie de ces problèmes. Quand je dis une partie, je parle du problème de la guerre avec la Russie. Ce problème va disparaître, complètement disparaître. Et quand ce sera le cas, les fonds de Zelensky vont se tarir. Et il n'aura plus aucun soutien. Il trouvera bien un avion, j'en suis sûr, et il s'envolera rapidement pour quitter la ville. Il ressemblera à nos amis de Kaboul à la fin, croyez-moi. Il n'a aucun soutien dans l'ouest de l'Ukraine. Les gens là-bas en ont assez. Vous avez vu les photos,
Vous avez vu les vidéos. Les gens ne veulent rien avoir à faire avec cette guerre. Et lui, il essaye de pousser les Européens à renvoyer les Ukrainiens qui vivent à l'étranger, des hommes, des jeunes célibataires, pour aller se battre. Eh bien, je pense que certains aimeraient surtout faire partir ces jeunes Ukrainiens célibataires pour libérer des emplois pour leurs propres citoyens. Mais je ne crois pas qu'ils vont envoyer des Ukrainiens mourir inutilement dans l'est de l'Ukraine, dans une guerre contre la Russie que l'Ukraine n'a aucune chance de gagner. Je pense que le président Trump l'a bien compris. Mais encore une fois, pourquoi irait-il se mettre dans une situation impossible à cause de ça maintenant? Il a déjà des problèmes au Moyen-Orient à régler, et je pense qu'il va d'abord essayer de s'en occuper. Eh bien, on lui souhaite évidemment bonne chance sur ce point aussi. Intéressant. Alors, le président Trump, apparemment en marge du G7, a rencontré brièvement Zelensky. Qui sait ce qu'ils se sont dit? Il faudra attendre pour le découvrir. Mais voici ce qu'il a déclaré il y a quelques jours à propos de la situation en Ukraine. Est-ce que vous allez accorder une attention particulière à l'Ukraine? Eh bien, on va regarder. Pour l'instant, on se concentre sur l'Iran. Ça va être intéressant. L'Ukraine, c'est un peu derrière nous, dans le rétroviseur. Mais on sera... Enfin, je veux dire, on n'a rien à voir avec ça. On leur vend des armes, c'est tout. On ne leur en donne même pas. Obama leur a donné pour 350 milliards de dollars d'armes, ce qui était insensé. L'Union européenne, elle, nous paie le plein tarif pour les armes. Mais ce n'est pas ça le sujet. Ça n'a aucun impact sur nous, à part le fait qu'on leur vend des armes. On est à des milliers de kilomètres de là. Gary en avait un aujourd'hui. Ce n'est pas d'il y a quelques jours, c'est bien d'aujourd'hui. Voilà le problème. Woodrow Wilson a ouvert ses marchés du crédit à la France et à la Grande-Bretagne, mais aussi à l'Allemagne. Sauf qu'il savait, pendant la Première Guerre mondiale, que les Allemands ne pourraient pas quitter l'Allemagne pour venir aux États-Unis obtenir du crédit chez nous. Alors qu'a-t-il fait? Il nous a en réalité alignés très tôt sur les Britanniques et les Français dans leur guerre contre l'Allemagne. C'était malhonnête et c'était destructeur, parce qu'en 6 mois, la France et la Grande-Bretagne étaient à court d'argent. Le président français, en 1914, quand on lui a demandé après le début de la guerre, combien de temps cela va-t-il durer? Il a dit, eh bien, 6 à 8 mois plus tard, il n'y avait plus d'argent. Alors on a comblé le déficit. On a donc prolongé la Première Guerre mondiale et on en a tiré profit, exactement comme le président Trump en parle. C'est moralement répréhensible. C'est mal. Et il ne devrait pas faire ça. Mais les actes moralement répréhensibles sont assez courants à Washington et l'enrichissement personnel semble aujourd'hui l'emporter sur toute considération morale des deux côtés de l'échiquier politique. Mais je pense qu'il faut que les gens comprennent que nous avons joué un rôle déterminant pour que cette guerre, commencée en 1914, dure aussi longtemps et qu'elle aboutisse finalement à la destruction complète de l'Europe centrale et orientale. Et on sait très bien ce que ça a donné. Ça a amené le communisme au pouvoir en Russie, puis le national-socialisme au pouvoir à Berlin. C'était idiot, absurde, insensé. Donc, il doit y mettre fin, et c'est ce qu'il devrait faire au plus vite. Vous parlez de l'importance de couper les Israéliens des fonds, des munitions et des armes qu'ils utilisent pour détruire leurs voisins. Eh bien, c'est tout aussi important de couper l'aide à l'Ukraine. Si on ne le fait pas, tôt ou tard, les Russes, et je pense que l'Europe finira par revenir à la réalité, mais d'ici là, encore plus de gens mourront inutilement. C'est justement ce que je voulais vous demander. Je crois que c'est ma dernière question. Je sais qu'on manque de temps, mais on peut imprimer de l'argent?
On peut fabriquer des armes, on peut lancer des frappes à longue portée et tout ça. Mais on ne peut pas imprimer des hommes. Et chaque jour, des Ukrainiens meurent. Dieu seul sait combien exactement. On parle clairement de centaines de milliers de morts et on ne sait même pas combien d'autres sont blessés. Il doit bien y avoir un moment où peu importe combien d'argent ou d'armes on envoie là-bas, ça ne changera plus rien. Est-ce qu'il n'y a pas un point où, par simple nécessité, le camp ukrainien finira par s'effondrer? Eh bien, il y a tellement d'argent pour financer Zelensky et son entourage, pour acheter des gens à la Rada, pour que la police secrète ait toujours des fonds et que les différents oligarques soient contents, que franchement, le peuple ukrainien ne compte plus vraiment en Ukraine. C'est ça le problème. Poutine, lui, subit en ce moment une énorme pression, non seulement de la part de la population russe qui veut en finir avec cette guerre, et c'est clair qu'elle le veut, mais aussi de son propre entourage qui le pousse à agir. On verra bien ce qui va se passer. Récemment, il y a eu des frappes spectaculaires des Russes contre l'Ukraine, dont vous avez parlé, et l'avancée continue le long du front russe. Pokrovsk est tombé, Zaporizhzhia est désormais à portée. En gros, la Novorossia dont on parlait il y a des années est en train de devenir une réalité. La question, c'est comment on met fin à tout ça si on est russe. Et je pense que la réalité commence à s'imposer. Si les Européens ne retrouvent pas la raison, il faudra traverser le fleuve et aller jusqu'à Kiev. Mais ça, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Et il faut se rappeler que dans l'esprit du président Poutine, il y a toujours eu cette idée non seulement d'épargner des vies, il tient à préserver les vies russes, mais aussi, contrairement à ce que beaucoup pensent, d'épargner des vies ukrainiennes. Et puis il y a un autre facteur qu'il doit prendre en compte, l'OTAN. Parce qu'il y a ces fous qui continuent de parler d'une guerre avec la Russie. On vient d'avoir la démission du ministre britannique de la Défense. En privé, et même un peu en public, il a reconnu que le ministère de la Défense britannique est à sec. Les forces armées britanniques sont en ruine. Ils n'ont plus rien pour se battre. Franchement, quelle surprise. Regardez bien le reste de l'Europe. Les Français s'en sortent un peu mieux, oui. Mais sont-ils prêts pour une vraie guerre contre la Russie? Bien sûr que non. Et l'Allemagne? Allons, n'en parlons même pas. Ils ont écarté tous les nationalistes de l'armée, et les populations européennes dans l'ensemble ne veulent ni de la conscription, ni d'aller se battre où que ce soit. Au bout du compte, je pense que le président Poutine décidera probablement d'agir d'une manière ou d'une autre. Et ça, ce sera utilisé contre la Russie. Tu vois, c'est bien là le problème, Dan. Les Russes pourraient aller à Kiev dès demain. S'ils le font, les gens vont dire « Regardez, Poutine veut conquérir l'Europe de l'Est. » C'est complètement absurde. Ça n'a jamais été vrai. Mais il se peut qu'il n'ait pas le choix, parce que ce régime criminel ne disparaîtra pas tant qu'il aura de l'argent, du matériel et du soutien. Et d'ailleurs, on pense qu'ils ont au moins 40 à 50 000 mercenaires sur le terrain en Ukraine, qui se battent pour l'Ukraine. Ils n'arrivent pas à trouver assez d'hommes ukrainiens pour se battre pour leur propre pays. Et c'est incroyable qu'il puisse y en avoir autant, parce que les Russes ont clairement dit que s'ils capturaient quelqu'un qui est un mercenaire et non un Ukrainien, cette personne pouvait être exécutée selon la loi russe, comme terroriste. Donc oui, je trouve stupéfiant que tout ça continue. C'est un hachoir à viande, une éponge qui absorbe le sang, sans aucune logique. Et je suis attristé de voir à quel point Donald Trump est prêt à valider encore plus de bêtises pour l'Ukraine. Je suis aussi attristé par ces gens au Congrès qui se promènent avec leurs petits drapeaux sur le revers de leur veste, sans comprendre ce qu'ils font, ni quelles en sont les conséquences pour les Ukrainiens. Mais c'est comme ça. Oui, c'est le cas.
Vous avez encore un peu de temps pour une dernière question. Juste une dernière. D'accord. Très bien. Voilà ce que X a dit sur la durée pendant laquelle on peut tenir. Voilà ce qu'il a dit à propos de nos stocks de munitions. Ne t'en fais même pas pour ça. Nous renforçons à fond notre arsenal de la liberté. On construit plus vite. On ouvre le Pentagone, on traverse toute la bureaucratie du Pentagone pour obliger l'industrie à accélérer. Mais il y a une vraie crise dans ces stocks en ce moment. Il y a en ce moment une crise concernant ces stocks dans le secteur privé. C'est une histoire fabriquée que les médias veulent vendre. Et au final, nos réserves sont excellentes. D'accord, Gary, ça suffit. Il a dit qu'il n'y avait pas de crise, Daniel Davis. Il a dit qu'il n'y a pas de crise, qu'on peut simplement continuer. Est-ce qu'il dit la vérité? Dans sa tête, je pense qu'il se sent obligé, en tant que secrétaire à la guerre, de dire à tout le monde « Ne vous inquiétez pas, tout va bien, il n'y a pas de crise ». Mais en réalité, il faut regarder l'ensemble des missions, des équipements, des munitions, des armes. Et là, on commence à voir qu'on arrive à un point où il n'est plus dans notre intérêt d'aller trop loin dans ces stocks. On a déjà épuisé beaucoup, vraiment beaucoup. Disons-le comme ça, on a épuisé la profondeur de nos capacités dans nos réserves. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est dangereux. Je veux dire, si on part du principe qu'on pourrait devoir se battre, peut-être même mener une grande guerre conventionnelle de haut niveau, alors oui, on n'a pas assez de stock. Et il faut bien garder en tête qu'on n'a pas mobilisé le pays et qu'il n'y a aucune raison de le faire. Souvenez-vous, au début, quand on parlait de la Russie, on disait « les Russes vont manquer de ci ou de ça, la semaine prochaine, ou dans 2 mois, ils n'auront plus rien ». Eh bien, Poutine a mobilisé l'industrie. Il n'est pas allé jusqu'à une mobilisation totale, mais il a fait une mobilisation partielle. Nous, on ne l'a pas fait. Est-ce qu'on pourrait le faire? Bien sûr que oui. Est-ce qu'on en a besoin? Non, c'est pas le cas. Moi, j'aurais sans doute pas dit les choses comme lui. Du genre, ne regardez pas ici, tout va bien, on est parfait, on est l'arsenal de la liberté. D'accord, merci coach, on va aller sur le terrain et faire de notre mieux. Mais tu sais, à Washington, on a besoin de moins d'hyperbole. On a besoin des faits, mais aussi d'une évaluation équilibrée. Et la meilleure évaluation équilibrée que je puisse donner, c'est est-ce qu'on est à des niveaux critiques dans certains domaines? Oui. Est-ce qu'on peut corriger ça? Oui. Est-ce qu'on agit pour y remédier? Oui. Question suivante. Ça suffirait. On n'a pas besoin d'un discours de pom-pom girl. Et apparemment, c'est tout ce qu'on aura pour aujourd'hui. Mais c'est aussi tout le temps qu'on avait. Merci d'avoir accepté de rester un peu plus longtemps avec nous, Doug. C'est toujours très apprécié. Très bien, merci. Alors voilà, vous pouvez retrouver davantage de contenu de Doug sur sa page Substack où il publie ses analyses sur mgregorwarrior.substack.com. Merci beaucoup, Doug. Merci. Au revoir. Et merci à vous aussi. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait avant de partir. On vous tiendra au courant de tout ce qui se passe, que ce soit sur la situation en Iran ou la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On se retrouve très bientôt avec l'équipe de Daniel Davis. Vous savez, je ne cherche pas à vous convaincre d'acheter de l'or, ni à vous dire comment gérer votre portefeuille boursier, mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. And share this with somebody you love.